Salut chers apprenants, moi c'est le professeur Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Olympia Chimie Physique. Une chaîne dédiée, bien en résumé de cours bien détaillés, avec les exercices d'application, tout bac aussi accompagné. Merci aussi à tous les abonnés pour qu'ils nous suivent. Et merci également à toi qui me suis. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et avec nous et tu vas comprendre beaucoup de choses pour ton baccalauréat de 2025-26. Alors aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en dynamique qui n'est rien que l'étude du mouvement d'une particule dans un champ E. Dans cette vidéo-là, il faut aussi noter que tu vas apprendre à déterminer les équations horaires du mouvement d'une particule dans un champ E, y compris aussi les coordonnées du point de sortie. Lorsqu'il est dans le champ E, forcément, il y aura un point de sortie après. On va vous demander de déterminer ces coordonnées de ces points-là et la vitesse à la sortie à ce point-là. Y compris aussi ce que vous connaissez très bien, comme il faut déterminer la déflexion et la déviation. Alors, sans toutefois tarder, on va maintenant passer à la résolution de notre exercice. Bon, c'est un cours direct, mais bon, c'est un cours à ce niveau, c'est comme un résumé de cours dont on va partir en même temps comme si on était en train d'analyser les questions qu'on peut poser à l'examen. Ici, dans le cas du champ E, voici les questions que nous rencontrons couramment à l'examen. La toute première question, toujours, comme étant dans le cas du champ E, on vous demande tout simplement de donner les équations horaires du mouvement de votre particule qui est en train de se déplacer dans un champ E. Vous voyez très bien. Et pour avoir un champ E, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir deux plaques. Il faut avoir deux plaques chargées, donc l'autre est chargé positivement, l'autre est chargé négativement. C'est-à-dire deux plaques de signe contraire. Automatiquement, vous allez avoir un champ électrique qui va s'exercer, puisqu'il y aura forcément une différence de potentiel qui sera là, donc qui va entraîner un champ électrique. Alors, très généralement ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans ce champ E qui est là. Voici les deux armatures qui sont là. Vous voyez, l'armature qui est en bleu en bas ici est chargée de signe positif, et l'armature qui est bleu en haut ici est chargée de signe négatif. Maintenant, la particule rentre à partir de ce point-là. La particule pénètre la région qui est là. La région où est le champ E, sinon cette région est délimitée par la surface formée par ces deux armatures. Au-delà ou bien en dehors de cette surface formée par ces deux armatures, le champ E sera égal à 0. Il ne va pas exister. Dans ce cas, nous rentrons maintenant dans le champ G. Alors, comment donc nous allons faire ici? Pour pouvoir généralement répondre à cette question d'équation horaire, il faut d'abord faire l'étude dynamique. D'abord, il faut d'abord faire la représentation de la force électrique et l'étude dynamique. Précise ton système, le référentiel dans lequel tu travailles, le repère aussi associé à ce référentiel-là, le bilan des forces qui s'exercent sur la particule entre les deux plaques-là, et après maintenant, le centre d'inertie pour voir la nature du mouvement de votre particule. Parce que je disais dans une vidéo, échange que on ne peut pas déterminer les équations horaires du mouvement d'une particule qui se déplace sans avoir à priori connaître la nature de son mouvement. Et pour la nature des mouvements des corps, il est nécessaire vraiment de résulter sur le signe de leur accélération. Donc, c'est cette histoire d'accélération qui va nous amener forcément à faire d'abord le bilan des forces référentielles et puis après à appliquer le centre d'inertie. Soit une particule alpha, par exemple, on parle d'une particule alpha bien bêta moins, qui rentre à partir du point O dans cette région à niveau d'une vitesse V0 qui arrive à partir de ce point-là, qui est linéaire, qui est horizontale. La vitesse ici, à sa direction horizontale. Ça veut dire que la particule est venait de façon horizontale. En partant dans le champ E, pour pas qu'il prenne dans le champ E, forcément donner un peu d'air frottement. Les deux plaques là, l'une des plaques aura tendance à attirer la particule vers elle. Ça va dépendre du signe de la particule. Ouais. Si la particule qui rentre dans la région du champ E est positive, alors elle sera forcément traînée vers la plaque qui est
vont polariser négativement. Et si la particule qui rentre dans le champ E a une charge négative, elle sera forcément attirée vers les plaques qui sont polarisées positivement. Alors, cela apprenant, ici le système, c'est la particule en question. Le référentiel est toujours supposé, le référentiel terrestre supposé galiléen. Le repère associé ici, c'est le repère OIJ. Dans ce repère-là que nous allons travailler. Alors, maintenant ici, on va maintenant poser la question, quelles sont les forces qui exercent sur la particule dans cette région? Une particule, c'est une masse chimique qui a une masse qui est très très faible. Souvent même on néglige cette masse. Donc la force qui va s'exercer sur la particule qui va rentrer ici, qui est fortement chargée, sera tellement très grande qu'on aura tendance à négliger le poids de la particule elle-même. Vous voyez? Donc le poids de la particule, voilà pourquoi dans une leçon où le champ E, vous avez toujours tendance à négliger le poids des particules. Alors, donc ici, le poids de la particule sera négligé. Donc la seule force qui va régner ici, dans cet espace, cette région d'espace, ce ne sera que la force électrique, autrement de la force électrostatique. Alors, comme il y a une différence de potentiel, alors on est dans une lunette où il y a le champ E. Le champ E déjà, sans toutefois même représenter de la force, on peut représenter le champ E, connaissant déjà le signe des plaques. Depuis la classe antérieure, nous avons dit que le champ E faisait quoi? Comme direction, comme le sens. D'abord, comme direction, le champ E a une direction qui soit perpendiculaire aux deux plaques, puisque les plaques sont forcément parallèles, soit perpendiculaire aux deux plaques, et comme sens, le champ E qui décroît les potentiels. Quand il décroît les potentiels, ça veut dire qu'il part du potentiel le plus grand pour aller vers le potentiel négatif, le plus petit. Ça veut donc dire que, comme le potentiel qui est en bas ici est chargé, est polarisé positivement, ça veut dire que c'est celui qui sera le potentiel le plus grand. Et celui-là, celui qui est en haut, le potentiel le plus petit. Donc dans ce cas, la direction du champ E, parce que donc le champ E qui sera, pardon, ça, nous pouvons représenter le champ E qualitativement. Donc le champ E va aller dans ce sens-là, puisqu'il décroît le potentiel. Alors, le champ étant maintenant présenté, comment on peut maintenant faire pour savoir d'où va s'orienter notre force électrique? Pour ce faire, il y a une relation vectorielle très, très importante que vous avez vue dans le cas antérieur, qui ne dérange que quoi? La force électrique que nous notons communément FE, il y a une relation qui lie cette force-là avec le champ E. Et cette relation n'est rien plus FE qui est égal à la charge électrique multipliée par le champ E. Donc, une fois que nous avons connaissance du sens du champ E, on peut déduire le sens de la force électrostatique en se basant sur le signe de la charge. Mathématiquement parlant, lorsque vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires, ces deux vecteurs-là, on dit que les deux vecteurs ont le même sens lorsque la constante qui est cette constante qui est là, elle est positive. Si elle est négative, ces deux vecteurs seront collinaires et sens opposés. Dans le non cas ici, on nous précise bien la charge, le signe de la charge. On dit que le signe de la charge ici est, la charge ici est supérieure à 0, ça veut dire que la charge est de signe positif. Comme la charge est supérieure à 0, ça veut dire que ces deux vecteurs vont dans le même sens. Par conséquent, comme le champ électrique va du bas vers le haut, la force électrique aussi va aller du bas vers le haut. Mais son point d'application, ça sera le centre de gravité de la particule. C'est ça qui est très important. Donc on suppose que la particule se trouve ici, sur ce trajet-là, en un point de ce trajet-là. Donc la force électrique a tendance à s'appliquer ici pour aller vers le haut. Tout simplement. Ouais, les deux sont collinaires du même sens. C'est fini. Donc, nous avons oublié les questions. Donc, la question c'était quoi? La première question, comment il faut déterminer les équations horaires? Alors, pour déterminer les équations horaires, ce n'est pas du tout compliqué comme nous l'avons déjà signifié. Ici, nous avons présenté le système. Après avoir représenté les forces, on va marquer le théorème de centre d'inertie. Qu'est-ce que c'est le théorème de centre d'inertie? On suppose que la particule qui rentre dans le champ E ici a une masse M0 moins M qui est différent de 0. Alors, le théorème de centre d'inertie nous dit quoi? La somme, de façon générale, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un système est au produit de la masse du système par le vecteur accélération. Voici le théorème de centre d'inertie. Vous voyez? Et là, comme ici, nous n'avons seulement qu'une seule force, qui nous dit que la force électrostatique parce que le poids de la particule était déjà négligé. Donc cette relation
va nous conduire à quoi? À FE au vecteur FE qui est égal à la masse du système par le vecteur accélération. Vous voyez chez l'apprenant. Mais ce vecteur FE, la force statique est égale à quoi? Est égale à la charge multipliée par le vecteur champ. Donc, nous aurons ainsi tout simplement la charge qui est Q par le vecteur champ E égale la masse par le vecteur accélération. Dans cette relation, nous voulons toujours chaque fois exprimer le vecteur accélération. C'est sa valeur que nous voulons voir. Donc, si on tire le vecteur accélération, nous allons voir que le vecteur accélération c'est égal à la charge divisé par la masse divisé par le champ E. Les deux sont liés par cette relation. Alors, la charge de la particule étant non nulle et sa masse aussi étant non nulle, donc ça va être scalaire. Comme nous sommes dans une région où le champ E n'est pas nul aussi, il faut comprendre que dans une région où il y a le champ E se compose comme le champ G. Dans cette région-là, le champ E est uniforme, c'est-à-dire le champ E est constant dans toute la région d'espace où il y a le champ E. Donc ça veut dire que s'il est uniforme, ça veut dire qu'il est constant. Et les deux là ne varient pas. Donc, on va donc dire que l'accélération ici, c'est équivaut à un vecteur constant. Si l'accélération est un vecteur constant, ça va donc dire que le mouvement, la nature du mouvement de la trajectoire, la nature du mouvement de notre particule ici, c'est tout simplement un mouvement uniformément varié. Uniformément varié parce que on n'est pas dit si c'est uniformément varié ni circulaire uniformément varié, parce qu'on ne connaît pas d'abord la nature de la trajectoire. Mais si le mouvement de nos particules est uniformément varié. Comme c'est uniformément varié, on connaît donc alors, d'après le cours de la cinématique, quelles sont les différentes équations vraies correspondant à ce type de mouvement. Comme c'est un mouvement uniformément varié, ça veut dire que l'accélération est un vecteur constant. Donc voici donc les différentes équations vraies que nous pouvons avoir. Le vecteur accélération est égal à un vecteur constant. Le vecteur vitesse est un instant t quelconque, qui est égal à quoi? Le vecteur accélération multiplié par le temps t plus le vecteur vitesse instant initial v0. Et si on suppose que le point G est le centre de gravité de notre particule, alors le vecteur position ici sera représenté par le du repère par le vecteur OG. OG qui est égal à 1 demi du vecteur accélération fois t carré plus le vecteur vitesse v0 fois t plus OG 0. Donc, c'est la même manière de procédure. Pour pouvoir déterminer les équations horaires du mouvement d'une particule qui va dans un champ E comme un champ G, c'est le même cheminement. Alors, qu'est-ce que nous allons donc faire ici? Le vecteur accélération est un vecteur constant. Donc, ça veut donc dire que à l'instant t égale à 0, il n'y a pas encore de l'accélération. On va maintenant déterminer les composantes du vecteur V0 et le vecteur OG0 à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, la particule se trouve précédée à l'un de nos repères ici, point d'entrée. Donc, à t égale à 0, nous allons déterminer les composantes des vecteurs vitesse à l'instant t égale à 0 et vecteur OG à l'instant t égale à 0. Comme à t égale à 0, le vecteur OG ici, la particule se trouve à l'un du repère, en ce point-là. Donc, le point G se confond au point O à cet instant. Donc, comme le vecteur OG aura pour composante, nous travaillons dans un repère cartésien ici Y, aura pour composante ici Y, donc OG0 aura pour composante I0 et Y0, ici dans nos cas qui sont égales à 0, 0. Le vecteur vitesse V0 aussi, aura pour composante V0 suivant X, V0 suivant Y, dans nos cas ici. Lorsque nous voyons V0 suivant ici, dans ce cas, pour pouvoir déterminer la composante du vecteur vitesse V0, qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous regardons très bien. Nous voyons que la direction du vecteur vitesse V0 est collinéaire au vecteur unitaire I, au vecteur de base I. Ça dit quoi? Ce vecteur qui est là, comme il est collinéaire au vecteur unitaire I, ça veut donc dire qu'il est dans la direction de l'axe d'abscisse. Il est perpendiculaire au vecteur J. Les deux sont orthogonaux. Ça veut dire que ce vecteur-là n'aura pas de composants suivant
on va donner Y. Donc V0 suivant Y égale à 0. Et V0 suivant X. Comme le V même, il est parallèle à l'axe d'abscisse, donc ça sera la totalité de V0. Maintenant, on se souvient que nous sommes à un instant T quelconque. C'est-à-dire la particule se trouve dans le champ E. T strictement supérieur à 0. À T strictement supérieur à 0, on va déterminer les composantes du vecteur accélération. Le vecteur accélération, nous avons dit, d'après le théorème de centre d'inertie, nous avons établi que ce vecteur est égal à quoi? La charge Q divisé par M multiplié par le champ E. Donc, par cette composante linéaire qui est là, qu'est-ce que nous allons faire? Les composantes du vecteur accélération seraient exprimées en fonction des composantes du vecteur champ E, qui est égalité entre les deux. Donc ici, nous allons avoir ici quoi? Le vecteur accélération normal qui doit avoir composant AX et AY. Donc AX suivant X sera égal à Q, la charge divisée par M multiplié par le champ E aussi suivant X. Et le A suivant Y aussi sera aussi la charge Q divisée par M multiplié par l'ordonnée YD du vecteur champ E aussi. Puisque les deux sont reliés par cette relation vectorielle. Alors, chez l'apprenant, on ne s'embrouille pas. Donc, ça va déterminer les coordonnées du E de la relation A, et va déterminer les coordonnées du champ E. Nous avons déjà représenté ici. Et comme la direction du champ E ici, cette direction, elle est verticale. Par contre, là, c'est horizontal. Ça veut dire qu'on dit que les deux directions sont orthogonales. Donc, ça veut donc dire qu'ici, comme les deux sont orthogonales, ça veut dire que le champ E, suivant l'axe d'abscisse ici, sera 0. Donc, l'accélération suivant ici est égale à, on aura Q sur M fois 0 qui est l'abscisse du champ E. Donc, ça fait 0. A suivant is égal à 0. Mais A suivant Y, le champ E, suivant l'axe de données, le champ E n'est pas nul. Donc, le champ E est juste là-bas. Ça la totalité du champ E. Donc, on va ici, donc, quoi? Q sur M fois le module du champ E. Ouais, mais attention. Ici, c'est Q sur M fois le module du champ E. Pourquoi? Parce que le champ E est parallèle à l'axe de données, mais il va aussi dans le même sens que le vecteur unitaire J. Si les deux étaient sont opposés, alors vous allez avoir ça allait moins Q sur M multiplié par le champ E. Le champ E, généralement, souvent, l'autre le remplace par sa valeur. Le champ E, généralement, on dit souvent c'est la tension, c'est-à-dire la quoi? La tension entre les deux plaques là, divisée par la distance qui se trouve entre les deux plaques. C'est-à-dire si U est la tension entre les deux plaques, la distance D, entre les deux plaques, c'est D. Donc, on peut dire aussi que ça veut dire Q sur M multiplié par la tension U sur la distance qui sépare les deux plaques. Tout simplement. Alors, chez apprenant, on va maintenant déterminer la composante du vecteur vitesse à l'instant T quelconque. Le vecteur vitesse est donné par cette relation, c'est-à-dire le vecteur accélération fois T plus le vecteur vitesse V0. Ça, pour vous qui êtes nouveau sur la page, nous avons déjà expliqué dans une vidéo précédente du champ E. Donc ici, nous n'allons pas trop tarder là-dessus. Ici, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, dans cette relation-là, le vecteur vitesse à une temps quelconque sera, ce coordonnée sera quoi? V suivant X, V suivant Y. Et là, V suivant X maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Puisque ce vecteur, c'est une combinaison linéaire des vecteurs accélération plus vecteur vitesse de 0. Donc, c'est V suivant X, je vais prendre A suivant X, qui est multiplié par T, plus V0 suivant X. Également aussi, V suivant Y, A suivant Y, fois T, plus V0 suivant Y. Et là, nous avons ici comme composante du vecteur vitesse, V suivant X qui serait égal, et V suivant Y qui serait égal à quelque chose. Alors, comme le A, l'accélération suivant X est égal à quoi? Nous avons déterminé est égal à 0. Donc, nous avons 0 multiplié par T, vers 0. Vous voyez? Par contre, le V suivant Y et suivant X n'est pas égal à 0. C'est égal à V0. Donc, ça veut dire que V suivant X est égal à V0, c'est une constante. Et là, V suivant Y, pardonnez, ça veut quoi? L'accélération suivant Y, qui est égal à quoi? À Q sur M fois E. Donc, Q sur M par le module du champ E, qui multiplie le temps T, plus V0 suivant Y. Comme le V0 suivant Y était égal à 0, donc ici, on peut ne pas mettre quelque chose, donc on va laisser ça comme ça.
Voici donc les composantes du vecteur vitesse. Alors, sur apprenant, nous allons essayer d'établir maintenant notre équation horaire. Tout comme nous avons déjà dit ici, on va maintenant définir les composantes des équations horaires. L'équation horaire détermine les composantes de ce vecteur OG. Donc, pour ce faire, on va donc rappeler le vecteur position. C'est le vecteur OG, 1 demi du vecteur accélération, multiplié par le temps t plus le vecteur V0 par le temps t plus le vecteur OG0. Comme c'est le vecteur OG, donc c'est le composant cartésien X, Y, X de G et Y de G. Si je veux X, je dois prendre A suivant X, V0 suivant X et I0. Donc, c'est-à-dire, il y aurait ici 1 demi de A suivant X fois T carré plus V0 suivant X fois T plus I0. 1 demi suivant Y ici, 1 demi de A Y fois T carré plus V0 suivant Y fois T plus Y0. Tous les I0 et A suivant Y, tout ça, on avait déjà déterminé ça. Alors, donc ici, le vecteur position OG, les équations horaires vont nous donner quoi? L'accélération suivant X, nous avons déterminé cette déjà là, avec 0. Donc nous avons 1 demi fois 0 fois T carré, ça va être 0. Donc cette partie-là va s'annuler. Par contre, la vitesse V0 suivant X, V0 suivant X n'était pas égal à 0. Elle était égale à la norme du V0. Donc, on va ici V0 fois le temps T. I0 est égal à 0. À ce niveau, maintenant pour Y, nous avons quoi ici? Le A suivant Y est égal à quoi? Le Q sur M fois E. Ça va être Q sur M fois U sur D, qui donne la valeur de E. Donc, nous avons ici Q sur M par le module du champ E fois T carré, 1 demi, pardonnez, il y a 2 ici, fois T carré, plus V0 suivant Y qui fait 0, et Y0 aussi qui fait 0 également. Donc, c'est apprenant. En remplaçant le champ E par la tension divisée par la distance entre deux armatures, vous allez voir Q fois U sur 2 fois M fois la distance D fois T carré, comme l'ordonnée de notre particule. Alors, donc voici les équations horaires demandées. Après avoir terminé les équations horaires, tout comme d'habitude, les questions qui viennent après ça, on nous demande tout déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, comme on peut donc déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est toutes les mêmes méthodes que nous avons fait hier dans l'échange. Donc, on prend l'équation horaire que nous avons obtenue et en remplaçant l'équation horaire, nous avons obtenu deux équations. Une équation en X et une équation en Y. Donc, on va les numéroter 1 et 2. La première équation, on essaie d'exprimer le temps t en fonction de l'abscisse X et venir injecter le temps t par cette nouvelle expression dans l'expression de Y. Nous avons l'équation cartésienne de la trajectoire. Ce n'est pas tout compliqué. Ça veut dire que dans la première équation, il y a X qui est égal à V0 fois T. Donc, X qui est égal à V0 fois T. Et une constante, donc, il va tirer T. Donc, T va être égal à I0 sur V0. X sur V0. Donc, c'est ce T-là que je vais remplacer par Y. Or, ici, Y égale à quoi? Q sur 2 fois M par le module du champ E fois T carré. Ouais. Donc, en remplaçant T par I sur V0, nous allons obtenir Y qui est égal à Q sur 2 fois la masse M fois le module du champ E fois I sur V0 et le V au carré parce que le temps est ici, le V au carré. Et comme équation cartésienne de la trajectoire, vous aurez Y qui sera égal à quoi? À QE divisé par 2 fois la masse fois V0 au carré multiplié par X carré. Donc, voici donc l'équation cartésienne de la trajectoire de notre module. Et cette équation cartésienne de la trajectoire est un polynôme de degré 2 en X. Donc, ça veut donc dire que la trajectoire du mouvement de nos particules ici est une parabole. Donc, c'est cette parabole-là qui est là à partir de la sortie. Nous allons maintenant analyser les questions dont nous pouvons rencontrer. La particule étant rentrée dans la région ou dans le champ E, cette particule
Après ces aides déviées, elle aura tendance à soit à sortir dans la plaque sans être quelque chose, ou bien elle peut aussi être l'une des deux plaques. Alors, on va maintenant donc étudier la nature de la trajectoire à la sortie de la plaque, c'est-à-dire déterminer, si possible, les points de coordonnées de la sortie de la particule dans la région ouvrant le champ E. Voici l'une des questions probables. Cette question, on nous demande de déterminer les coordonnées du point de sortie de la particule dans le champ G. Le point là, généralement, on note ce point, le point S. Le point S, ce point S là, il peut trouver ici par exemple. Le point S qui est marqué en noir ici. Alors, comment nous allons faire cela? Pour répondre à ça, c'est très simple. Nous avons les équations que nous avons obtenues. Ce sont les équations qui peuvent nous donner la position, qui nous donnent la position de nos particules dans l'échange G en fonction du temps T. Alors donc, pour déterminer les composantes de ce point-là, qu'est-ce que nous allons faire? On ne s'embrouille pas. Ce point qui est là, le point de sortie, on va le projeter sur la des abscisses. Vous voyez très bien. En posant ce point sur la des abscisses, par rapport au point d'entrée, comme le point d'entrée ici est pris toujours en zone de repère, donc ça veut dire que l'abscisse de ce point-là, c'est tout simplement la longueur des armatures. Vous voyez, la longueur des plaques. Donc ça veut dire que la longueur des plaques ici est appelée, bon c'est petit L. Donc on dira tout simplement au point de sortie point de sortie S is égal à is de S qui fait quoi? Doit faire V0 T au point S. Parce que is égal à V0 T. Donc l'objectif en ce point là, comme on connaît déjà l'objectif de ce point là, on va donc déterminer le temps à ce point pour pouvoir déduire maintenant l'ordonnée du point S. Donc, is de S ici, c'est le même que la longueur L des plaques. Donc, c'est égal à L ici. Donc, par conséquent, le temps T à la sortie, TS, est égal à L divisé par la norme du P0. Qui doit être exprimé en secondes. Comme le temps à la sortie est déjà terminé, on va maintenant déterminer comment on appelle ça. Il est Y de S. On sait que Y égale à quoi? 1 demi de Q, 1 demi de la chair par le module du champ E, divisé par la masse, fois T carré. Donc, comme c'est Y au point S, on va prendre le temps T au point S. Et là, nous allons obtenir ici Y de S, c'est égal à quoi? Le module de Q fois le module du champ E, divisé par 2 fois la masse M, multiplié par quoi? L sur V0, élevé au carré. Donc, vous aurez YS, c'est égal à la chair Q fois le module du champ E fois L au carré sur 2 fois la masse fois la vitesse V0 au carré. Donc, c'est apprenant, le point de sortie S aura pour composante, par conséquence, le I c'est L et son ordonnée, ce sera Q fois le module du champ E fois L au carré sur 2 fois M fois V0 carré. Voici donc les coordonnées de ce point. Donc, dans l'exercice, ils vont vous donner la longueur des plaques, la chair qui sera donnée, le module du champ E aussi. Si on ne vous a pas donné, ça fait la tension divisée par la distance entre les deux plaques. Vous avez aussi l'information sur la masse et la vitesse V0. Alors vous les remplacez, vous calculez, vous donnez ça sur ce forme. C'est fini. Et ce n'est pas du tout compliqué. Comment on fait pour déterminer les composantes de la vitesse au point de sortie? Pour déterminer la composante de la vitesse au point de sortie, on ne va pas du tout s'embrouiller. Nous allons déterminer la composante de la vitesse à un instant T que nous avons déjà déterminé en voulant établir les équations vraies. Donc nous allons appeler ça le vecteur vitesse était tel que V suivant Y, ici qui est égal à V0, qui est une constante, et V suivant Y est égal à
la charge Q fois le module du champ E divisé par la masse M fois le temps T. Vous voyez que la vitesse aussi varie en fonction du temps T. Il n'y a pas de constante. Alors dans ce cas, d'après la question précédente, nous avons terminé le temps au point de sortie qui était égal à quoi? Donc ici, nous avons dit, or, le temps au point de sortie qui est égal à combien? Était égal à L sur V0. Donc, on va remplacer le temps T ici par le temps au point de sortie. Et nous aurons une nouvelle expression comme coordonnée de la vitesse de notre particule. Donc V sur Y va devenir quoi? Q fois le module du champ E sur la masse M multiplié par R sur V0. Donc voici donc la coordonnée de la vitesse au point de sortie Vs. Et son module, ça sera quoi? Le module, ça sera tout simplement la racine carrée de... Le module sera la racine carrée de V suivant X au carré plus V suivant Y au carré. Car ils sont travaillent dans un repère cartésien. Autonomé. Donc ici, nous avons quoi ici? V suivant X s'appelle V0, donc on a V0 au carré plus tout ça là. V suivant Y s'appelle tout ça, donc on a Q, la charge au carré, le module du champ E au carré, la longueur L au carré, sur la masse au carré, fois la vitesse V0 au carré. Donc voici le module de la vitesse au point de l'expression de la vitesse au point de sortie. Tout simplement. Souvent, les questions qui fatiguent un peu souvent, on vous demande de déterminer la condition sur la valeur de la tension. Ça peut être aussi sur le champ E. Pour que la particule entre dans la zone du champ E, puisse sortir sans heurter les plaques. Quelle est cette condition? Dans notre cas ici, la particule est rentrée au point O et se dirige comme ça vers le haut, puisque la force électrique, c'est la force électrique qui tire la particule. Une particule ici, nous allons appeler bêta moins. Donc cette particule-là, à l'entrée ici, elle sera tirée par la force électrique dans ce sens-là. Quelle est la condition pour que la particule puisse sortir entre les deux plaques-là sans heurter la plaque supérieure? Nous savons très bien que la distance entre ces deux plaques-là, c'est la distance D. Donc, pour ce faire, on va discuter sur l'ordonnée de la position de la particule. C'est-à-dire YDS, tout simplement. Donc, selon vous, la particule sortira de cette région sans heurter la plaque supérieure lorsque l'ordonnée du point de sortie, c'est-à-dire YS, serait inférieure à la moitié de la distance qui sépare les deux plaques. Pourquoi la moitié? Parce que l'axe des abscisses ici divise et passe par la moitié au milieu des deux plaques et est parallèle à ces deux plaques. Donc, si la distance qui sépare les deux plaques là c'est D, donc la moitié sera D sur 2. Donc, pour ce faire, vous allez faire une phrase. Il a dit la particule sort des plaques sans heurter l'une des plaques, si seulement si l'ordonnée du point de sortie qui est Y de S est strictement inférieure à la distance entre les deux plaques divisée par 2. Quand vous posez cette condition, or, vous avez déterminé Y de S qui était égal à quoi? Qui était égal à la charge Q par le champ E divisé par 2 fois la masse fois V0 carré par la longueur des plaques au carré. Vous avez terminé cette expression. Donc, ça veut dire Y au point S. Nous allons passer Y au point S par cette expression. Et nous allons avoir ici Q sur E fois L sur 2 fois M fois V0 carré inférieur ou égal à D sur L. Ici, on nous demande la condition sur la valeur de la tension. Mais est-ce que dans cette expression, nous n'avons pas la tension? Ça peut être aussi la condition sur la valeur du champ E. Ça peut être aussi la condition sur la valeur de la vitesse au point V0. Ça peut être aussi la condition sur la masse de la particule. On peut vous demander la condition sur la longueur des plaques. On peut aussi vous demander la condition sur la charge. Peu importe, mais vous allez toujours partir de cette condition. J'espère que l'ordonnée du point de sortie
soit inférieur ou égal à la moitié de la distance qui sépare les deux plaques. De là, ça devient mathématique. Comme ici, on nous a demandé la tension, mais regardons l'expression ici. Nous n'ayons pas la peine de la tension ici, mais qu'est-ce que nous avons? Nous allons terminer la condition sur le champ E. Donc, dans cette équation-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement tirer le champ E. Lorsqu'on tire le champ E ici, le champ E sera strictement, toutes les grandeurs ici sont positives. Le champ E sera comment? Strictement inférieur à 2 fois la masse fois V0 au carré fois la distance D sur 2 fois la charge Q. Ouais, sur 2 fois la charge Q fois L au carré. Par conséquent, ici, on peut simplifier les deux. Donc, voici donc la condition. Alors, ça, c'est la condition sur le champ E. Maintenant, on nous demande la condition sur la tension. Oh! La distance entre les deux plaques étant la distance petit d et la tension étant notée U, le champ E entre deux plaques égale la tension divisée par la différence qui sépare les deux plaques. Donc on va remplacer le champ E par cette expression et nous aurons ici U divisé par D sera inférieur à M par V0 carré fois D sur la charge fois la longueur des armatures au carré. Donc lorsqu'on tire la tension U ici, la tension U sera inférieure à quoi? À M fois V0 carré. Le D va venir multiplier ça, ça devient D au carré sur la charge multipliée par L au carré. Ensuite, apprenant, voilà la condition sur la tension pour que la particule puisse sortir des plaques sans heurter l'une des plaques. Tout simplement. Il faut que la tension entre les deux plaques soit inférieure à ce rapport que nous avons ici. Sans nous voir, c'est-à-dire, on va maintenant passer aux deux dernières questions que nous pouvons raconter, c'est-à-dire la portée, et pardonnez, pas la portée, la déviation ou la déflexion. La déviation de quoi? La déviation, ce n'est que la valeur de l'angle. Puisque la particule venait, on va dire dans le champ E, la particule avait une trajectoire, c'est-à-dire rectiligne, mais horizontale. Elle venait horizontalement. Mais du fait qu'elle puisse rentrer dans le champ E, tu vois, qu'elle rentrer dans le champ E, la force électrique va l'attirer, l'une des plaques va l'attirer et ça va modifier sa trajectoire. Ouais. Par rapport à sa direction de départ, lorsque la particule était hors du champ, de cette région, elle venait de façon horizontale. Mais lorsqu'elle rentre ici, la plaque supérieure l'entraîne vers elle jusqu'à ce qu'elle puisse sortir. Ça veut dire qu'elle a été déviée de sa trajectoire et de sa direction initiale. C'est cette direction qui est contenue ici. Et la déviation, la nouvelle direction dans le champ E, c'est pas comme ça. La déviation, c'est tout simplement l'angle formé entre la direction initiale et la nouvelle direction, même que la déviation. C'est ça qu'on appelle la déviation. Donc, pour terminer, c'est la valeur de ce temps-là que nous devons déterminer. Et pour ce faire, c'est apprenant, on ne s'embrouille pas tout ce qu'on ne s'embrouille même pas même. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? En projetant le point de sortie sur la abscisse, on peut marquer ce point ici comme un point H. Et la projection de l'axe ici vient couper l'écran ici. On a un point P là-bas et ça projette le produit orthogonal de l'une du repère ici. En réalité, s'il n'y a pas de champ E, la particule va venir heurter l'écran qui est ici. Donc en un point D par exemple. Bon. En un point D par exemple. Ouais. Alors, pour pouvoir terminer la valeur de ce temps qui est là, qu'est-ce que nous allons faire? On ne s'embrouille pas. On prend tout simplement, on va considérer un triangle. On a projeté S orthogonalement pour avoir H ici. Alors, cela, on définit un triangle rectangle ISH, rectangle en H. Toutefois, la déviation détermine la valeur de l'angle alpha, c'est tout. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, puisque nous ne connaissons pas la longueur
IS, c'est-à-dire la longueur de la trajectoire qui est là. Mais par contre, nous connaissons les coordonnées du point de sortie. Donc, à partir de là, que nous allons faire, la coordonnée du point de sortie peut nous donner l'information sur la distance SH. Et nous allons dire que le point I ici, c'est le milieu des plaques, est placé au milieu des plaques. Des plaques, la distance, c'est-à-dire la longueur, c'est la moitié de la longueur des plaques. Donc, ça veut dire que nous connaissons déjà cette distance. Ce côté IH, c'est un côté adjacent à l'angle alpha dans ce triangle rectangle. Du côté SH, qui donne l'ordonnée du point de sortie et un côté opposé à l'angle alpha. Comment peut donc exprimer l'angle alpha ayant ces deux côtés? Donc, on va donc utiliser la tangente de l'angle alpha. On verra que la tangente de l'angle alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire FH sur IH. SH, il n'est rien que Y de S, et IH, c'est rien que la moitié de la longueur des plaques, c'est-à-dire 1 demi de L. Donc, Y de S, nous avons terminé Y de S, c'était quoi? Or, Y de S était égal à combien? À la mesure à la chaque fois la mesure du champ E fois L au carré sur 2 fois la masse par la vitesse V0 au carré. Donc, on va donc remplacer ça ici. Et nous aurons quoi? Nous allons avoir ici tangente alpha qui sera égal à combien? Qui sera égal à Q fois E fois L carré sur 2 fois la masse fois V0 carré multiplié par 2 sur L. Alors, nous allons simplifier les deux qui sont ici. Il y a un L qui va partir. Donc, du coup, tangente alpha sera égal à quoi? À Q fois le module du champ E fois L divisé par M fois V0 carré. Donc, du coup, si nous avons la tangente qui est déjà terminée, alpha étant très faible, la déviation ici étant très faible, donc elle ne dévie pas un coup. Comme la déviation ici étant très faible, l'angle tangente alpha va tendre à se rapprocher, de l'angle alpha. Donc pour une déviation faible, tangente alpha va avoir tendance à se rapprocher de l'angle θ, l'angle alpha. Donc du coup, voici donc la valeur de la déviation alpha qui est égale à Q fois E fois L sur la masse par V0 carré. Souvent aussi, en remplaçant le champ E par la tension sur la distance D, nous aurons ici QU fois L divisé par la masse fois D fois V0 au carré. Tout simplement. Donc voilà donc la déviation électrostatique. Pas électromagnétique parce que nous sommes dans un champ électrique électrostatique. Si on est dans un champ B, on a parlé de déviation électromagnétique. Alors, on va maintenant parler de la déflexion. On va donc maintenant parler de la déflexion. Après, on va étudier la déviation. La déflexion, c'est quoi? La déflexion, c'est la distance, autrement dit, entre là où la particule devait, si il ne régnait pas de champ E, la particule vient de façon horizontale, elle est quand venir être sur l'écran au point D. Mais à cause de la du champ E, la particule a été déviée de son mouvement. Donc, à partir de ce point qui est là, on remarque que la particule, au lieu de venir être l'écran au point D ici, va venir être maintenant l'écran en un point P. Donc, la déflexion, c'est la distance entre le point où la particule devait atterrir. Lorsque, s'il n'y avait pas de champ E, et le point où la particule a atterri, où nous avons maintenant la présence d'un champ E. Cette distance-là n'est rien d'autre que la distance PD, c'est-à-dire cette distance-là. Vous voyez cela rapidement. C'est pas tout compliqué. Mais pour terminer cette distance, comment nous pouvons pouvoir terminer cette distance?
Alors, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas du tout compliqué. Nous connaissons la distance entre l'écran et puis le centre ici. Le centre I de la région, c'est la distance grand R ici, le point I. Donc ça veut donc dire que nous connaissons la distance ID. Et c'est P dès que nous allons terminer. Alors, nous avons YS aussi que nous avons déjà terminé. Ici, nous avons le choix. Les deux là étant parallèles. Soit vous utilisez le théorème de Thalès, ou bien vous pouvez utiliser ici 2 fois tangente de l'angle alpha. Parce que nous avons ici deux triangles semblables. Le triangle IHS et le triangle IDP. Alors ici, quand je prends l'angle qui est là, sur le même côté et puis sur le même côté sont les deux côtés opposés à cet angle. Si je considère le triangle IHS, la tangente de l'angle alpha va me donner quoi? La tangente de l'angle alpha va me donner HS sur IH. Et lorsque nous considérons le triangle IDP, la tangente va me donner quoi? PD divisé par ID. Ouais. On voit que c'est la même tangente. Donc, tangente. Alors, ça veut donc dire qu'il y aura égalité entre les deux rapports. Nous avons ici HS égale à IH plus PD égale à ID. C'est même que le théorème de Thalès. Alors, ce apprenant, comme HS, c'est Y de S. Nous ici Y de S. Si IH, nous avons que la moitié de la longueur entre les deux plaques égale à PD divisé par ID, nous avons que la longueur grand L. Nous connaissons déjà Y de H, Y de S que nous avons déjà terminé. Donc, la déflexion ici PD, c'est égal à quoi? L multiplié par Y de S, 2 fois ça, le tout divisé par la longueur, petit L. Or, Y du point S est égal à combien? La charge fois le module du champ E fois L au carré divisé par 2 fois la masse fois la vitesse de 0 carré. Donc, lorsque nous en passons ça ici, nous aurons quoi? Nous aurons PD, c'est égal à combien? Les deux ici vont se simplifier. Bon, d'abord, nous allons écrire 2 fois L sur petit L multiplié par Q, E fois L carré sur 2 fois la masse fois V0 au carré. Alors, il y a L qui va se simplifier ici. Les deux là vont se simplifier. Finalement, la déflexion P, T, c'est égal à quoi? À Q, multiplié par grand L, par le module du champ E, divisé par la masse fois la vitesse de 0. Et si nous remplaçons le E par la tension sur la distance, nous donnons ici Q fois L fois U qui est la tension, divisé par la masse fois la distance fois V0 au carré. Alors, chers apprenants, voici donc en quelques résumés toutes les questions probables de sortie dans un examen où on vous donnera sur le champ électrique. Alors, si tu nous as suivi jusqu'ici, force à toi et nous te disons vraiment bon merci. Si tu as compris aussi quelque chose ici, si cette vidéo t'a été utile, n'hésitez pas à venir écrire en commentaire courage afin de nous encourager à mieux vous préparer pour vos différents examens qui sont sur le point d'arriver. Alors la prochaine vidéo serait sur l'oscillation mécanique. Nous allons faire un résumé bref sur l'oscillation mécanique. Et aussi, nous voulons aussi que nous fassions des exercices sur un cours que vous ne maîtrisez pas. Faites-nous savoir dans les commentaires. Nous allons voir à quelle mesure nous pourrons vous venir en aide. Donc c'était avec la chaîne Olympia Chimie Physique. Nous donnons rendez-vous
à la prochaine vidéo.